Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Pour inaugurer cette nouvelle thématique miroir, nous donnons la parole à Juliette, sage-femme, qui revient sur l'accouchement de Magali en écho à l'expérience qui nous avait été partagée en saison 1. Elle raconte un travail qui dure, parfois déroutant, et qui l'a amenée à s'interroger sur les ressources de cette mère en plein travail. L'accouchement a avancé malgré tout, pas à pas, au rythme de Magali et son bébé. Juliette évoque surtout la profonde confiance qu'elle avait en Magali et son conjoint, confiance qui a guidé chacune de ses décisions et accompagné leur chemin vers la naissance. Nous tenons à préciser que dans cette thématique, toutes les sages-femmes interviennent avec l'accord explicite des parents qui ont autorisé le partage de leur histoire et l'usage des prénoms. Aujourd'hui, Juliette nous raconte comment elle a vécu l'accouchement de Magali. Bonjour Juliette. Bonjour Julie. Bonjour Juliette. Bonjour Capucine. On te reçoit à nouveau aujourd'hui. En effet, tu es une habituée de notre micro. On t'avait reçu pour l'épisode 8 dans la saison 1 au sujet du suivi global et aussi pour l'épisode 21 sur la thématique du transfert. Et aujourd'hui, on va te recevoir dans le contexte de la thématique miroir par rapport justement à un récit qu'on a eu en saison 1 aussi d'une de nos invités. Mais avant de rentrer là-dedans, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Donc de nouveau, je m'appelle Juliette, j'ai aujourd'hui 48 ans, j'habite à quelques minutes, à 10 minutes de la maison de naissance. Je suis sage-femme en maison de naissance depuis 7 ans et je suis sage-femme depuis 24 ans. Et je vis avec mon compagnon, 2 filles et j'ai d'autres enfants qui sont étudiants. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est selon toi une maison de naissance ? Une maison de naissance est un lieu d'accueil où les couples, les personnes peuvent accoucher de manière physiologique, venir avec un projet et qu'on puisse les aider à réaliser ce projet aussi un peu dans nos limites de sage-femme. Comme je disais tout à l'heure, on va commencer une thématique avec toi qui est un peu spéciale. On l'a jamais fait jusqu'à présent. C'est une thématique où ce sont des sages-femmes qui vont s'exprimer pour raconter finalement le point de vue professionnel de 3 récits d'accouchement qui ont tous une singularité et qui nous ont été partagés par 3 de nos invités de la saison 1. Donc on invite évidemment toutes les personnes qui les auraient pas entendus à aller les écouter. Dans ton cas, aujourd'hui, tu es venu pour parler de l'accompagnement que tu as fait pour Magali, dont nous avions découvert l'histoire dans l'épisode 15 de la saison 1, dans le cadre de la thématique sur la sécurité médicale en maison de naissance. L'idée de cette thématique, c'était de porter un autre regard sur ces récits et de comprendre comment les professionnels vivent et analysent les accompagnements qui sont tous uniques, mais aussi pour explorer la réalité de ce que c'est le suivi global du point de vue de vous, soignante. Du coup, dans les épisodes que tu avais fait la dernière fois, tu nous en avais parlé, mais on va te redemander de résumer en quelques mots. Dans quelle structure tu as eu l'occasion de travailler durant toutes ces années d'expérience ? Alors depuis 24 ans, j'ai travaillé dans différentes structures. J'ai travaillé dans une maternité de niveau 3 dans le nord de la France. Ensuite, j'ai travaillé dans une maternité de niveau 1 dans la région centre. J'ai travaillé 7 ans à Mayotte dans une maternité périphérique pendant 6 ans. Et j'ai commencé à être sage-femme libérale là-bas. Et après, à partir de 2018, j'ai commencé à travailler à la maison de naissance d'Oumaya, à Castres. Et est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qui t'a amené à aller travailler à Doumaya ? Alors, ce qui m'a amené à travailler à Doumaya, c'est que moi, j'ai toujours été attirée par la physiologie. Stage à option quand j'étais étudiante, c'était chez une sage-femme libérale qui accompagnait les naissances à domicile. J'ai moi-même accouché à domicile.
Ça a toujours été mon cœur de projet de vouloir faire ce qu'on appelle de l'accompagnement global. Je m'étais dit que je ferais ça quand mes enfants seraient suffisamment grands. Donc, quand ma petite est rentrée à l'école, je me suis projetée sur ce que j'avais envie de faire pour moi. Et comme je connaissais Julie qui travaillait en maison de naissance, qu'elle m'a invitée à rencontrer l'équipe et que c'était OK de rejoindre cette équipe, j'ai saisi cette opportunité de pouvoir réaliser mon rêve. C'est cool. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'histoire de Magali, qui nous avait expliqué dans son épisode qu'elle était arrivée à 6 mois de grossesse à la maison de naissance, avec au début un parcours qui lui avait fait traverser l'Europe, et on sait qu'en fonction des pays, le suivi, les examens médicaux ne sont pas forcément les mêmes. Donc elle avait commencé à avoir des examens qui avaient été faits à droite à gauche, et quand elle arrive à 6 mois de grossesse, on sait que c'est un peu la limite pour s'inscrire en maison de naissance, en tout cas selon les maisons de naissance. Comment t'as géré ce point avec elle, avec eux, quand ils ont fait cette demande, et est-ce que ça aurait pu être un frein à l'accueil en maison de naissance, le fait justement que tous les examens n'ont pas été faits au même endroit, le fait qu'ils arrivent un petit peu tardivement dans le suivi, et est-ce qu'il y a eu besoin de compléter justement ce qui avait déjà été fait pour que le dossier puisse être admis? On peut arriver en maison de naissance jusqu'à 28 semaines d'aménorrhée, ce qui nous laisse le temps, en fait, de pouvoir faire connaissance avec le couple, de pouvoir aussi avoir connaissance du dossier médical, parce que c'est aussi un point qui est important, et de pouvoir programmer les préparations à la naissance et à la parentalité. Dans le cadre de Magali, effectivement, je me souviens qu'il y avait des échographies ou des examens qui avaient été faits dans différents endroits d'Europe, il me semble. En fait, nous, on a complété ce qu'il y avait besoin par rapport aux recommandations françaises. Après, dans le cadre de Magali, ils avaient une grande disponibilité pour les rendez-vous médicaux. Donc ça a permis effectivement de pouvoir les suivre et de pouvoir prendre ce temps de les connaître, de les rencontrer, de compléter le dossier et que tout soit OK pour accoucher en maison de naissance. Ok. Tu nous parlais justement aussi du fait que vous acceptez pas au-delà de 28 semaines. Au-delà de la partie médicale, il y a le lien aussi qui est nécessaire de créer pour le suivi global et connaître le contexte du couple, pouvoir les accompagner au mieux et avoir le temps aussi de faire les séances de préparation à l'accouchement. Donc, est-ce que vous avez réussi finalement à créer ce lien avec eux, avec ce couple, et malgré le fait que ça a été un accompagnement qui est arrivé un petit peu plus tard et donc qui est plus court que certaines qui s'inscrivent très tôt dans leur grossesse? Oui, complètement. Parce qu'en plus, c'est vraiment à partir de 28 semaines aussi où on commence les séances de préparation à la naissance, même en général, par rapport à des couples qu'on va suivre depuis le début de la grossesse. Donc c'est vrai que dans un suivi en binôme, on les voit une fois au premier trimestre, une fois par mois. Donc en fait, on les a vus 2 fois chacune. Et du coup, là, le fait que le couple s'inscrive dans le parcours, c'est surtout dans les séances de préparation à la naissance et à la parentalité aussi, je dirais qu'on va se rencontrer. Oui. Et qu'on va pouvoir échanger et qu'il va y avoir de la place pour cet échange. Donc dans ce cadre-là, ça a été très fluide et facile avec Magali et William. Tu nous parlais du fait que c'est dans les séances de préparation qu'on rencontre le plus les couples. Alors certains vont saisir les consultations pour poser des questions ou partager des peurs ou des stress par rapport à l'accouchement ou la grossesse ou le postpartum. Magali nous avait parlé d'une peur vraiment assez grande sur le transfert. C'est l'objet en général dans quasi toutes les maisons de naissance d'une séance complète parce que c'est non négligeable cette probabilité. Comment t'as réussi toi à accompagner justement ces peurs et ces appréhensions autour de l'éventualité du transfert le jour J ou même peut-être avant? Alors pendant la grossesse, j'avoue que je me souviens pas très bien de ce chemin-là avec Magali, mais par contre c'est vrai qu'on a une préparation qui est là pour ça. Cette préparation, elle permet aux couples de déposer un peu leurs peurs et souvent sur les transferts, ils imaginent des choses très graves. Et en fait, le transfert, comme j'avais pu en parler précédemment, c'est le fait d'anticiper. On ne veut pas arriver à des situations qui sont graves. Donc voilà, donc l'idée dans cette préparation, c'est que en fait le couple puisse déposer en fait quelles sont un peu leurs appréhensions et que nous en fait on remette de la vérité aussi là-dedans. Et parfois aussi quand il peut y avoir une peur du médical, de l'hospitalier, le fait que nous, on travaille quand même avec la maternité partenaire, qu'on ait des enquêtes de satisfaction, on a des résultats qui sont objectifs. On peut objectiver aussi un petit peu toutes ces peurs. Ok.
peut objectiver aussi la qualité de nos transferts et du travail qui est fait avec la maternité partenaire. Donc l'idée en fait de la préparation, voilà, c'est de remettre un peu de vérité, je dirais, et de faire redescendre un petit peu ces appréhensions qu'il peut y avoir. D'ailleurs, elle nous partage qu'elle a géré aussi ses appréhensions avec sa doula, et c'est aussi assez intéressant d'avoir en parallèle moyen aussi de déposer ça ailleurs. Et dans son épisode, elle nous racontait que c'est avec sa doula qu'elle avait discuté de toutes ses appréhensions aussi, quoi. Tout à fait. Après, les femmes, les personnes qui accouchent en maison de naissance ou ailleurs peuvent s'entourer en fait des personnes qui les rassurent, que ce soit des doulas, que ce soit une copine, que ce soit leur maman, leur belle-maman, Un thérapeute. voilà, un thérapeute. C'est important en fait de pouvoir s'entourer de personnes bienveillantes et qui font du bien. Et comme vous le rappelez sur votre affiche, la finalité, c'est quoi? Alors, c'est important, c'est de rencontrer son bébé, en fait. Peu importe le lieu de la rencontre, c'est la rencontre qui va être là. Et c'est aussi ça, en fait, le transfert. C'est d'expliquer que ce qu'on veut, c'est que les parents soient en bonne santé, que le bébé soit en bonne santé et que la rencontre, elle va se faire, quoi qu'il arrive. Ah ouais, c'est juste. Dans son cas aussi, il y a eu la dimension où elle a dépassé son terme. Et dans ces cas-là, ça peut aussi générer des peurs, des stress, parce que il y a ce fameux moment où rien ne se passe encore et où des examens se font de manière rapprochée, et les monitorings à la naissance et les échographies au jour du terme, puis J+2, +4 selon les maisons de naissance. Comment tu accompagnes ce temps où finalement tout va bien, mais rien ne se passe? On est dans l'attente de la manifestation de bébé. C'est un peu ça. En fait, vraiment, quand on va rencontrer les couples le jour du terme, moi, je me veux assez rassurante parce que finalement, on a encore 48 heures devant nous. Enfin, les couples ont encore 48 heures aussi. Mais nous, on est dans l'attente, hein, j'avoue. C'est pas forcément très confortable dans l'astreinte d'être avec des couples en dépassement de terme parce qu'on est un peu quand même sur le qui-vive. Mais on se veut rassurante parce que effectivement, on a encore le temps. Et pour moi, la question de la réorientation se pose pas encore finalement le jour du terme. Quand on va se rencontrer à terme +2, déjà on va voir est-ce qu'il y a eu des contractions, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont fait que effectivement le couple a de grandes chances quand même d'accoucher en maison de naissance, que le travail se mette en route ou pas. Et puis on va répondre aux questions. On va essayer de pas anticiper trop les choses. Par contre, c'est vrai que si un couple se projette pas du tout dans le fait qu'il puisse accoucher à la maternité, alors que objectivement on n'a aucun signe de travail, notre rôle c'est aussi de préparer peut-être au fait que l'accouchement sera en maternité. Donc effectivement, le jour du terme, on se donne 48 heures et dans notre cas, on peut encore aller 48 heures plus loin, jusqu'à terme +4, voire terme +5, s'il y a des choses qui se sont passées à terme +4. Donc, le jour du terme, on ne va pas évoquer le déclenchement, sauf s'il y a des questions de la part des couples. Par contre, effectivement, à terme +2, on va pouvoir commencer à préparer un petit peu les choses, à évoquer le déclenchement, à préparer le couple que éventuellement l'accouchement aura lieu à la maternité et que c'est pas si important en fait. L'important c'est que ça se passe bien dans de bonnes conditions, de répondre à leurs questions, de les rassurer et effectivement après à terme +4, s'il y a rien qui s'est passé, bah là, on parle du déclenchement. Je me permets une question qui ne concerne pas Magali, mais qui concerne du coup cette situation où on arrive au jour du terme, où on doit faire un monitoring, puis aller faire une échographie à la maternité partenaire. Tu nous dis que vous ne commencez à évoquer l'histoire du déclenchement qu'au-delà de 48-72 heures pour qu'en effet on puisse se faire à l'idée si jamais bébé ne se manifeste pas du tout. Est-ce que les professionnels de l'hôpital en parlent plus tôt? À quoi on peut s'attendre quand on est dans cette situation? Alors, déjà, on va faire un examen clinique. Si à l'examen clinique, nous, on a des doutes sur la hauteur utérine, sur la quantité de liquide, effectivement, on va commencer à aborder l'idée du déclenchement, que peut-être l'échographie sera pas concluante, qu'on ne pourra pas se donner du temps en plus, et que peut-être l'hôpital proposera un déclenchement. Ok. Mais là, on a une indication médicale aussi déclenchée, c'est qu'il n'y a plus suffisamment de liquide amniotique. Après, dans pas mal de protocoles hospitaliers, effectivement, ils vont proposer un déclenchement au jour du terme. La patiente est tout à fait dans son droit de refuser si les conditions médicales sont OK. Et à ce moment-là, ça sera reproposé certainement à terme +2,
voire à terme +4. Dernièrement, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu ces propositions de déclenchement quand tout allait bien Ok. aux patientes de la maison de naissance. D'accord. En tous les cas, elles ont pas été en difficulté par rapport à ça. D'accord. Ce que j'allais dire, ça peut éventuellement ébranler quand on est primipare ou quand on n'est pas préparé à cette question. Ça peut venir, oui, ébranler peut-être la confiance, tu vois, de se dire ce fameux moment dont on parlait là pour Magali, rien ne se passe. Quel choix je fais qu'est-ce qui me rassure? Mais comme tu dis, en fait, finalement, il y a un examen clinique global qui permet d'évaluer ou pas la pertinence du déclenchement. Tout à fait. On a un examen clinique, il y a une échographie, et si tout est OK, à ce moment-là, la personne est tout à fait dans son droit de refuser un déclenchement. Jusqu'à une certaine limite, nous, on travaille en partenariat avec une maternité. On a envie que nos relations se passent bien. Oui, bien sûr. Donc, du coup, on respecte aussi les limites de la maternité sur le terme dépassé. Oui, de toute façon, vous vous êtes mis d'accord. Ça, pour le coup, nous, on a remarqué dans nos interviews que justement, selon les maternités partenaires, le dépassement de terme est variable. Et comme tu dis, c'est une nécessité aussi que tout le monde s'accorde sur quelque chose qui convient à toutes les équipes pour que Complètement. ça se passe bien. En tout cas, le travail de Magali a fini par débuter. Tout à fait. Du coup, elle t'a contacté pour venir à la maison de naissance. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti ou pensé, ou à quel moment de ta vie t'en étais, toi, au moment où elle te contacte pour te dire ça y est, c'est le début? C'était un jour de semaine, c'est sûr, et elle avait dû me contacter dans la journée pour me dire qu'elle avait des contractions, déjà depuis plusieurs heures. Donc, a priori, le travail se mettait en route. Et j'étais ravie pour eux parce que, voilà, c'est chouette et c'est toujours une joie de pouvoir d'accompagner une naissance, surtout quand il y a eu un peu ce stress du post-terme, parce que c'est quand même souvent un stress. Et ils sont arrivés à la maison de naissance dans la nuit qui a suivi vers 3 ou 4 heures du matin peut-être. Ils avaient dû me contacter vers 2 heures du matin et arriver vers 3-4 heures. Et maintenant, est-ce que tu peux nous raconter ce dont tu te souviens du déroulé de l'accouchement de Magali? Alors, je me souviens qu'ils sont arrivés dans la nuit, ou très tôt le matin, ça dépend comment on voit les choses. Magali avait des contractions. Ils se sont installés chambre bleue dans la maison de naissance. Bon, quand c'est comme ça, on laisse les couples un peu s'installer, prendre possession du lieu. Bien sûr, on va écouter le cœur du bébé, on va prendre les signes, les paramètres de la mère, la température, la tension, le pouls. Pour moi, je pense qu'on était encore en phase de latence à ce moment-là. Donc, on a évalué que tout était OK, je les ai installés. Je pense que j'ai dû aller me reposer un peu quand même. Et après, en fait, c'est vrai que je sais plus vers quelle heure, j'ai dû faire un examen pour évaluer un peu où c'en était. Et c'était encore vraiment le début du travail, alors que ça faisait bien 24 heures qu'elle avait des contractions. On avait aussi à ce moment-là une sage-femme allemande qui travaillait en maison de naissance à Berlin, qui était en stage. Donc, c'était hyper intéressant aussi qu'elle soit là. Et voilà pour ce que je me souviens de l'arrivée de Magali en travail. Et du coup, tu disais que c'était une phase de latence. Je me demandais ce qui a fait que tu lui as proposé de venir et pas de rester plus longtemps chez elle. Alors, je pense qu'on était quand même... Elle était déjà à terme +4 ce jour-là. Ouais. Ça faisait déjà 24 heures qu'elle avait des contractions quand elle m'a appelée. Et que peut-être elle avait besoin aussi d'être à la maison de naissance. Et après, par téléphone, on s'est pas tellement évalué ce qu'il en est en fait. Donc, ça faisait un moment qu'elle avait des contractions, elle était fatiguée. Peut-être qu'elle aussi, elle avait besoin de savoir à ce moment-là où elle en était. Est-ce que vous avez des cas où ça crée justement un déclenchement, le fait de venir à la maison de naissance, vous voyez d'un coup un travail qui change d'attitude? Effectivement, oui, pour des multipares des fois qui habitent un peu loin, elles ont un peu la peur d'accoucher dans la voiture ou des choses comme ça. Et le fait qu'elles arrivent à la maison de naissance, finalement, il n'y a pas trop de contractions. On les laisse un peu, pareil, on fait ce qu'on a à faire comme sage-femme, d'écouter le cœur du bébé, de prendre les paramètres de la mère. Et après, on les laisse un peu tranquilles. Et puis, peut-être au bout d'une demi-heure, 1 heure, là, le travail va vraiment se lancer. Ouais. C'est déjà arrivé. Ouais, ça m'étonne pas. Symboliquement, je me dis qu'il doit y avoir aussi des choses qui se jouent dans le fait de venir effectivement à la maison de naissance auprès de ces sages-femmes aussi. Mais à contrario, ça peut arriver aussi qu'une femme se dise ça y est, je suis à la maison de naissance, maintenant la sage-femme est là, faut que j'ai des contractions, faut être efficace. Et en fait, c'est pas encore le travail, donc on les renvoie au bout d'un moment, parce que c'est pas ça. Oui, et que ça risque d'être plus fatigant qu'autre chose, quoi, pour tout le monde. Tout à fait. Parce qu'au final, vous avez pas de relais plus que ça, quoi, donc...
Il n'y a pas comme à l'hôpital le système d'équipe qui se relaie. Vous avez forcément des collègues qui vont venir au bout d'un moment, mais Ouais, vous êtes plus limité quoi en termes d'équipe. On est plus limité en termes d'équipe. Si notre collègue est en vacances, c'est vrai qu'on a moins de relais. Après, on a la sage-femme de soutien qui est là et qui peut faire le relais pour qu'on puisse se reposer. Oui. Ça c'est déjà arrivé. J'ai 3 femmes qui sont mises en travail 3 nuits d'affilée. Bon, la 3e nuit, la sage-femme est venue faire le relais pendant 2 heures pour que je puisse dormir, tout simplement. Donc voilà. Du coup, du fait que le travail a avancé assez lentement, tu as eu l'occasion de faire plusieurs touchés vaginaux, de ce qu'on comprend dans son histoire. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre surveiller, mais aussi encourager, tout en préservant finalement cet espace que la maison de naissance essaye aussi de préserver en faisant le moins d'examens invasifs possible, mais en même temps, il faut bien gérer aussi l'avancée du travail. Comment tu trouves un équilibre entre tout ça? Dans le cas de Magali, il me semble qu'au départ, je leur ai laissé quand même beaucoup d'espace. Bien sûr, on va surveiller le cœur du bébé en auscultation intermittente à une fréquence qui est définie par les études scientifiques, tout simplement. Les examens vaginaux, il y en a eu plusieurs, on les commence pas forcément à l'arrivée, d'autant plus que, dans mon souvenir, Magali, au départ, elle était en phase de latence. Ouais. Donc, elle était pas très dilatée, du coup, ça me laisse vraiment beaucoup de latitude avant de la réexaminer. Oui. Par contre, c'est vrai que, alors après, c'est ma façon de faire à moi, je parle pas pour mes collègues forcément. Pour moi, quand la personne, elle est en phase active de travail, qu'on a une dilatation qui est à plus de 5 centimètres, moi, c'est vrai que je vais aller examiner toutes les 4 heures. Okay. Voilà, comme recommande, alors pas la Haute Autorité de Santé qui peut être à partir de 7 centimètres, demande des examens plus rapprochés, mais comme ça peut être préconisé par d'autres études, comme l'OMS ou le NICE. Ok. Donc les examens, ils vont être, les touchés vaginaux, ils vont être à toutes les 4 heures. Oui, c'est pas si fréquent, quoi. C'est okay. Fréquent, mais c'est pas si fréquent. Oui. À quel moment tu dirais que t'as senti que la fatigue commence à se faire sentir pour tout le monde et peut-être y compris pour toi? Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on va accompagner un couple, on est un peu hors temps. Donc c'est vrai que moi, il y a des moments en fait où je vais mettre mon réveil toutes les 20 minutes pour aller voir le couple, et entre deux, je vais faire des micro-siestes de 15-20 minutes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Magali, ça a avancé lentement, mais ça a avancé. C'est mes collègues qui sont venus à 16h. Et quand j'ai fait le point, justement à ce moment-là, à 16h, ça avait avancé, mais encore une fois assez lentement. J'avoue que j'étais fatiguée parce que ça devait faire au moins 12 heures que j'étais là. Et en fait, mes collègues m'ont dit, mais peut-être ça serait bien que tu la revoies à 18h. Tu vois si ça a avancé ou pas, puis si ça a pas avancé, tu la transfères. Tu lui proposes le transfert. Après, on se parle comme ça entre nous, bien sûr, on va pas... Oui, en dehors de la pièce. En dehors de la pièce, tout à fait. Et donc, moi, vers 16h, c'est vrai que j'ai commencé à parler à Magali du transfert. Elle avait un bilan sanguin à refaire, parce qu'il était plus valable, donc du coup, j'ai refait un bilan sanguin. Et puis, je lui ai dit, écoute Magali, alors, parce que j'ai pas les données d'horaire, mais je te propose peut-être de te revoir un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu de revoir, et puis que peut-être on pense aller que tu penses aller à la maternité, si jamais ça n'a pas avancé plus que ça. Et en fait, Magali m'a répondu, mais est-ce que tu es obligée de me revoir plus tôt? Et je lui ai dit non, objectivement non. Mais en fait, ça m'a permis de voir en fait, elle, quelles ressources elle avait encore. Ouais. Parce que finalement, peut-être moi, j'étais fatiguée, et elle aussi certainement. Mais le fait qu'elle me dise ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, elle a encore de la ressource. Parce qu'il y a des femmes à qui on va dire ça, puis elles vont dire, ouais, mais j'en peux plus, transfère-moi. Et là, en fait, Magali, clairement, elle avait encore cette ressource-là. Donc du coup, sans lui dire d'horaire, je lui ai dit, ok, pour moi, c'est d'accord, je te revois au moment où c'est ok de te revoir. Et pas plus tôt. Et je me souviens que quand je suis sortie de la pièce, j'ai dit ça à mes collègues, et qu'elles m'ont dit, ouais, mais Juliette, à 20h, faut qu'il y ait une décision qui soit prise, quoi. Comment tu reçois ça, toi, en tant que professionnel, justement? Parce que tu es face à ses parents, comme tu dis, la joie d'accompagner la naissance, et en même temps, ça te fait réaliser ta fatigue, le fait que tes collègues arrivent. On te dit ça, comment tu gères ça en tant que professionnel, en fait? À quel moment tu te dis, c'est OK ou pas de dire: «Non, vraiment, je pense que 2 heures plutôt que 4 cette fois»,
Ou au contraire, elle a de la ressource, donc En fait, moi, ce qui me permet que ce soit OK, c'est d'objectiver, en fait. Je regarde des données sur le dossier, tout simplement. OK. Je regarde les données sur le dossier, je parle du dossier avec mes collègues et le dossier nous permet d'objectiver que c'est OK et que tout va bien et que tout est normal. Et si toi, tu sens trop de fatigue à ce moment-là, tes collègues sont prêts à prendre le relais sur les dernières heures ou Je pense que mes collègues auraient été prêts à prendre le relais sur les dernières heures. grâce, du coup, à ces données, factuelles? Oui, l'important vraiment pour continuer d'avancer, c'est que la patiente ait encore la ressource nécessaire et que en fait, factuellement, il n'y avait pas de raison de la Oui. transférer. Ça a avancé lentement, mais ça a avancé. Ouais. Ouais, je me demandais, du coup, tes collègues, elles sont venues dues à cet accouchement pour voir où c'en était, ou elles sont venues pour autre chose et du coup, vous avez fait un point parce qu'elles étaient là et qu'il y avait encore l'accouchement en cours? Mais je sais pas pourquoi elles étaient là. Oui, Je me donc c'est pas toi souviens qui les pas. avais appelées pour Moi, je faire un les avais point, pas c'était... appelées. Je les avais pas appelées, mais je me demande s'il y avait pas une réunion ou un truc Ouais. dans la journée et que du coup, elles étaient repassées à Doumaya. Et je me souviens que Bleuhen m'avait ramené des M&M's. Et du coup, c'était hyper chou parce que c'est vrai que la sage-femme de soutien, elle vient et puis des fois, elle s'assure. Elles savent que je suis là depuis peut-être 2 heures ou 4 heures du matin. Elles s'assurent que j'ai un repas. Voilà, elles vont nous nourrir. Et puis, effectivement, elles nous aident. On ressort le dossier et on objective en fait les choses. Oui. Magali, elle nous parle aussi que pour la soutenir, pour que les choses avancent, il y a des petites aides qui sont proposées en tout genre, que ce soit par son conjoint ou par toi, que ce soit de l'eau sucrée, des gants d'eau froide, la baignoire et même un miroir. Elle nous parle d'un miroir que tu as aussi proposé. Comment tu choisis ces outils pour soutenir et aussi comment tu fais pour les proposer pour soutenir mais sans diriger ou particulièrement envahir ou décontenancer peut-être la femme? Pour ces propositions-là, en fait, on est beaucoup dans l'observation. Et si on voit qu'elle transpire, on va lui proposer un gant frais. Là, le miroir, pour le coup, c'était vraiment au moment où la tête du bébé Oui. sortait. Et il y avait ce moment, il me semble, où William voulait voir un peu la sortie du bébé, peut-être, et qu'elle, en fait, on observe des fois que les femmes, elles sont tellement dans la douleur qu'elles arrivent plus forcément à pousser. Et le fait de voir le bébé qui sort, ça les aide vraiment Oui. dans ce moment-là. Après, on peut proposer effectivement un gant sur le périnée. Et puis on voit comment elles réagissent. Si des fois ça marche bien, on est contente. Et puis des fois elles ont pas envie et c'est pas grave. Voilà, dans l'idée, c'est la femme qui a soif. On voit, elle s'humecte les lèvres, ou elle renifle. On va lui proposer un mouchoir. Enfin voilà, c'est dans l'observation. Après, moi, ce que je dis toujours aussi en préparation à la naissance, c'est de dire, on essaye d'être au plus juste pour vous. Si vous sentez que vous avez pas besoin qu'on soit là, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous avez envie qu'on soit là, n'hésitez pas à nous le dire non plus. Ouais. Les heures ont passé, les minutes ont passé à ce moment-là où vous avez commencé à évoquer le transfert. Je sais pas si je connais le timing précis du moment où vous avez échangé avec Will, du coup, en aparté. Est-ce que tu nous parlerais de ce moment-là? Alors, effectivement, je pense que c'était dans la cuisine où j'ai commencé à évoquer avec Will le fait que ça prenait du temps et que j'avais pas peur, mais que je me demandais si Magali se fatiguait ou pas. Et que, en fait, Will, ça lui a fait vraiment un truc parce que là, ils sont sortis de la chambre, il l'a fait marcher. Enfin, il y a eu une autre énergie qui est arrivée, Ouais. vraiment, quand on a commencé à parler de ce transfert. Il y a Ouais. vraiment eu un truc, en fait, où à un moment, c'était peut-être très paisible, avec beaucoup de temps de repos, de choses comme ça. Et que là, en gros, voilà, il l'a pris par la main, ils sont sortis dans le salon, ils ont déambulé, enfin, voilà, et on a senti qu'il y avait une autre énergie qui était là. Et est-ce que ça a fait quelque chose? Ou est-ce que vous avez dû transférer? Et ça a fait quelque chose parce que la limite que je m'étais donnée pour transférer Magali, le bébé est né. Je veux dire à 20h. À 20h03, il est né. C'était 20h ma limite. Comme quoi. T'aurais dû lui donner l'heure dès le début, en fait. En fait, je me suis posé la question, peut-être j'aurais dû parler de transfert bien avant. Mais peut-être que non, en fait. Mais C'est difficile toujours de savoir, oui. Est-ce que Oui, c'était le timing du bébé ou est-ce que c'était le timing de la maman?
Non, puis en fait, parler de transfert, vraiment, ça avait été pour savoir quelles ressources avait encore Magali. Oui, oui, c'est intéressant, oui. Mm. Oui, puisqu'on a des cas où on a pu avoir écho de femmes qui avaient peut-être trop tiré sur la corde, justement, par souci de vouloir respecter leur projet physiologique, ont peut-être pas respecté finalement sur le moment leur propre physiologie Mm. personnelle, quoi. Est-ce que tu penses qu'il réagit comme ça, William, à ce moment-là, parce que il a pas envie de ce transfert? Est-ce que c'était parce que il voulait respecter le souhait de sa compagne? Est-ce que c'était un tout? Une fois que ça fait tellement longtemps qu'ils étaient là, il s'est dit bon allez, ce serait trop dommage. Est-ce que tu sais peut-être a posteriori ce qu'il a pensé ou ce que ça a brassé chez lui pour qu'il change tant, comme tu dis, de quelqu'un qui est très dans je laisse faire à quelqu'un qui se mobilise et mobilise sa compagne pour que finalement les choses se déroulent beaucoup plus rapidement comparé à tout le temps qui s'est passé en amont, quoi. Je sais pas, je peux pas répondre vraiment à sa place, mais je pense qu'il avait peut-être quand même une grande confiance dans Magali et dans leur projet. Et du coup, je me demande, comme je disais, il y a des femmes pour qui finalement elles considèrent avoir peut-être été trop loin. Est-ce que vous avez l'occasion de revenir sur cet accouchement et est-ce que tu te souviens ce qu'ils en disaient après coup de ce temps qui avait été finalement assez long? Alors on prend toujours un temps. Généralement on voit les couples des gens en postpartum Ouais. pratiquement tous les jours. Et puis après vers 3 semaines on fait on fait une consultation. Ils peuvent revenir un peu sur l'accouchement. Souvent de toute façon, on est dans un autre temps en fait quand on est dans le postpartum et on revient pas sur l'accouchement. Maintenant il y a les entretiens postnataux aussi qui permettent ça. Bon, elle était ravie de pas avoir été transférée. Ouais. Après, c'est vrai qu'elle a accouché à 20h. Objectivement, ils auraient pu rentrer chez eux. Mais en fait, moi, j'ai dit non, vous restez à la maison de naissance. Et moi, je suis restée aussi à la maison de naissance dormir. J'ai pas pris le risque de rentrer chez moi, quoi. Est-ce que c'est la question aussi du post-terme qui fait que tu les as davantage gardés? Parce que j'imagine aussi que c'est un peu votre dernière limite pour que l'accouchement se passe à la maison de naissance. Est-ce que c'est un moyen aussi de créer cette bulle que de leur proposer aussi de rester et qu'ils retombent pas dans une possibilité d'être transférés en rentrant chez eux? Alors, je sais pas, parce qu'on doit quand même toujours garder une certaine objectivité. Et en fait, il faut pas avoir accouché à terme plus 4 pour être réorienté, mais il faut être en travail actif. Donc effectivement, peut-être, est-ce que j'avais, moi, dans ma tête, si elle est pas en travail actif, je vais devoir la réorienter? Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Du coup, c'est un accouchement assez long. Après, c'était quand même un premier accouchement aussi. Mais est-ce que il y a eu des éléments médicaux qui, d'après toi, ont pu faire ralentir ce travail? Je sais pas s'il y a des éléments médicaux qui ont pu faire ralentir ce travail, mais en tous les cas, il y a un élément médical qui a fait peut-être que les choses ont avancé en même temps que cette nouvelle énergie. C'est que c'est vrai que nous, on s'assure qu'il n'y ait pas d'obstacle à la descente du bébé dans le bassin. Et donc, en fait, on note tout dans le dossier. On va noter quand la femme, elle boit, on va noter quand elle prend un bain, on va noter quand elle va uriner. Et en fait, on s'assure aussi, c'est un peu, voilà, de la qualité de la miction. Est-ce qu'il y a beaucoup d'urine? Est-ce qu'il n'y a pas grand-chose? Et finalement, quand il n'y a pas grand-chose, de vérifier effectivement s'il n'y a pas une vessie qui est Ouais. pleine, qui pourrait empêcher l'utérus de se contracter correctement et au bébé de descendre. Et des fois, effectivement, pendant le travail, la femme, elle n'arrive pas à vider sa vessie correctement. Et dans le cas de Magali, quand on a vidé la vessie, ça a permis aussi effectivement une meilleure dynamique, ça a peut-être laissé de la place au bébé de descendre. Ouais. Tous les éléments combinés ont fait que. Ouais. Mais en tous les cas, effectivement, nous, il y a les paramètres vitaux de la mère qu'on va évaluer et aussi si elle fait bien pipi, quoi. Ouais. Et du coup, il y a pas eu, par exemple, de circulaire du cordon? Il y a pas eu de bébé qui était dans un sens aussi qui bloquait ou vous vous en êtes rendu compte que tardivement? Après, tu disais que ça a avancé lentement, mais que ça a avancé, quoi. Oui, tout à fait, ça avançait lentement et ça avançait donc à ce moment-là, je sais pas te dire si j'ai recherché la présentation du bébé, mais certainement en fait. Oui. Après le circulaire, ça on peut pas le savoir, sauf pendant la descente du bébé où des fois ça fait ralentir le cœur du bébé s'il y a un circulaire qui est un peu serré Ouais. et encore pas tout le temps. Donc Ouais. voilà. Pour nous, le fait que le cordon soit autour du cou, c'est un peu
un non-événement en fait, Ouais. parce que ça arrive très fréquemment. Oui, ça empêche Et pas forcément de sauf si le cordon est court peut-être? voilà, exactement. Si le cordon est court, ça peut et qu'il y a un circulaire, ça peut empêcher la descente du bébé. Mais sur un cordon de taille normale, a priori, Oui, c'est typique. ça, c'est assez typique, Ça tout à il fait. descend avec le bébé Et finalement. il descend avec le bébé. Ouais. Du coup, l'accouchement a duré un certain nombre d'heures. Tu disais tout à l'heure que le temps de l'accouchement est un temps particulier. Je me demandais si à chaque femme tu te donnais un temps ou si finalement en fonction aussi du profil de la personne et là peut-être en Magali t'avais confiance ou t'avais idée de jusqu'où elle pouvait aller, j'imagine que non, mais en tout cas idée de que ça avançait bien. Est-ce qu'il y a des fois où tu te poses la question plus tôt en fonction du profil de la personne ou est-ce que c'est plus objectif, ce que tu mets en place? En fait, ce qu'on a remarqué avec une de mes collègues, c'est qu'on peut jamais préjuger d'un accouchement ou Oui. d'une personne. Parfois, on peut se mettre un peu des idées en tête parce qu'on peut pas s'empêcher quand même de se les mettre en tête. Et en fait, la personne va super bien accoucher, peut-être super rapidement et voilà donc et ça a été démontré déjà plusieurs fois où des Oui. fois des femmes on se dit ah peut-être ça va être compliqué pour elle et elle arrive 1 heure après elle accouche voilà donc c'est un jeu dangereux en fait que d'émettre des jugements ou des a priori. Après vraiment comme pour Magali enfin des accouchements longs il y en a déjà eu pas mal hein ça existe souvent et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va rester et qu'on va être patiente? C'est qu'on objective de façon médicale que c'est OK. Si Magali, ça avait stagné, bah, je l'aurais transféré. Mais là, ça a avancé doucement, Ouais. mais ça a avancé. Et il y a pas des moments où il peut y avoir, une stagnation et que ça reprenne, comme, ce qu'on appelle, j'imagine, la latence, je sais pas? Alors certainement, tant qu'on est avant 5 centimètres, en OK. fait, ça, on n'évalue pas OK. parce qu'on est en phase de latence et que donc il y a pas forcément à avoir d'évolution dans le toucher vaginal, enfin dans la dilatation du col. Par contre, voilà, dans les recommandations, après ça doit se dilater d'au moins 1 centimètre en 4 heures. Passer 5 centimètres, du coup? Passer 5 OK. centimètres. OK. Oui, du coup, vous avez quand même des repères, Mmh. assez mathématiques, quoi. Exactement. Mais tant qu'on n'est pas à 5 centimètres, il peut se passer 24-72 heures. Oui et puis il y en a qui même sur une semaine, des fois, font des bribes de pré-travail, Complètement, mais on les voit pas forcément en Oui, oui, fait. celles-ci vous les voyez, On oui, les voit c'est sûr que vous les voyez pas passer. souvent quand on va examiner, des fois, c'est vrai qu'en maison de naissance, on a une fréquence et même un nombre de touchés vaginaux qui sont assez faibles. Oui. Il y a des femmes qui n'ont pas de touchés vaginaux pendant leur travail parce que les phases, elles sont assez bien marquées. Oui. Et puis que bon, une femme qui dit que ça pousse et que on voit qu'elle pousse, on va pas forcément aller questionne mettre pas. voilà, on se questionne pas. Au bout d'un moment, des fois, on peut se questionner parce qu'on se dit bon, effectivement, est-ce qu'elle pousse vraiment pas? Mais Ouais. en fait, on n'a pas besoin d'avoir un toucher vaginal dans l'heure ou la demi-heure où la femme arrive, Ouais. en fait. Donc voilà. Mais quand on commence à objectiver les choses, bah, il faut aller enfin, pour moi, il faut aller jusqu'au bout de ce principe-là, en fait. Oui. Tu disais que vous les voyez pas forcément quand il y a un pré-travail. Est-ce que ça arrive quand même qu'elles vous contactent parce qu'il y a, incessamment du pré-travail qui ne déclenche pas et qu'elles ont un peu, de désespoir avant l'heure, Est-ce que vous avez des fois, l'occasion finalement d'appréhender cet accouchement, la semaine qui précède parce il y a des débuts de travail, qui se font et qui se lancent pas et qui fatiguent la maman même moralement plus que physiquement? Alors, on fait quand même une consultation à 8 mois et demi de grossesse, donc à Ouais. 39 semaines. Et parfois, elles vont nous dire, bah oui, j'ai des contractions un peu tous les soirs, mais ça se lance pas. Ouais. Je pense que j'ai pensé 2 fois à t'appeler, enfin à appeler sur le téléphone d'astreinte. Et bon, bah finalement, ça s'est arrêté, donc j'ai pas Oui. appelé. Donc cette consultation, déjà, elle permet de voir un peu où les couples en sont. Ouais. Voilà. Ou quand il y a pas eu de contraction du tout aussi, de nous dire, bah on n'a pas eu de contraction, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Ouais. Donc voilà, ça Ouais. permet aussi de remettre un peu Et j'ai une question peut-être plus technique. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens, qui, hésitent à savoir si le travail, a commencé? Qu'est-ce qu'ils peuvent, mettre en place pour vérifier, Parce qu'on entend souvent ça? parler de prendre un bain, mais quand on Ouais. n'a pas de bain, comment on fait? Est-ce qu'une douche chaude, ça marche aussi ou pas? Une douche chaude, ça marche, c'est moins bien qu'un bain parce qu'on peut pas se poser vraiment Oui. dedans. Mais effectivement, on dit qu'il faut une fréquence de contraction
toutes les 5 minutes pendant au moins 2 heures non calmées par un bain. Elle précise bien que ça, c'est pour aller à la maternité. Et quand on a ces 2 heures de contraction pendant toutes les 5 minutes non calmées par un bain, on peut bénéficier d'une péridurale. Donc c'est pas encore forcément l'intérêt de la maison de naissance. Oui. Ah oui, ok. Oui, mais je parle pour écrire le premier texto, par exemple, tu vois, pour envoyer le premier message sur le téléphone d'astreinte, tu attends d'être sûr que c'est un peu lancé, tu vois, pour prévenir du début du travail. C'est pas forcément le moment où tu vas, quand tu préviens. Non, alors la nuit, c'est clair qu'il faut nous appeler que quand on a besoin de venir à la maison de naissance. Mais par contre, effectivement, la journée, c'est déjà arrivé qu'une femme dise envoie un message parce que elle a des contractions et finalement ça s'arrête. Après, je dirais que c'est pas si important en fait, c'est que peut-être à un moment aussi elle a besoin d'être rassurée. Ouais, ce que j'allais dire. Voilà. Peut-être elle avait besoin juste que vous ayez l'info pour que vous sachiez ce qu'elle traverse, pas tant pour alerter ou venir. Après, dans l'idée, c'est mieux de nous prévenir quand c'est à peu près sûr. Mais effectivement, des fois, on peut avoir des contractions pendant 7, 8 heures et puis ça s'arrête, quoi. Ouais. Et on avait l'impression que le travail se mettait en route et puis en fait, non. Donc voilà, c'est pas si important. Mais ça veut dire que ça se prépare aussi. Donc c'est plutôt positif. Ouais. Moi, ce que je dis souvent sur le quand venir, quand appeler, c'est qu'effectivement, tant qu'on est bien chez soi, on peut rester chez soi, et que c'est pas tant la fréquence des contractions qui va compter, mais c'est la façon dont on va vivre la contraction. C'est-à-dire que si on fait sa vie, qu'on a une contraction, qu'on souffle 3-4 fois et qu'on reprend sa vie, a priori, c'est soit une phase de latence, soit un travail qui va s'arrêter. Que par contre, quand on est dans ce travail entre les contractions, on a le cerveau qui est déconnecté et que pendant la contraction, on est concentré sur cette contraction, qu'on va peut-être vocaliser, qu'on va peut-être souffler plus fort, mais qu'il y a une déconnexion aussi du cerveau entre les contractions, qu'on reprend plus sa vie comme on la reprenait avant, là peut-être ça serait intéressant de se poser la question du travail. Est-ce que tu penses que dans certains cas, justement, quand on commence à déconnecter, le fait de venir à la maison de naissance va favoriser le fait de se laisser aller? Tout à l'heure, tu parlais des femmes qui stressent peut-être justement d'accoucher en dehors de la maison de naissance parce que elles sentent ça, ou au contraire, est-ce que tu penses qu'une fois arrivée à la maison de naissance, ça peut être l'effet inverse, tu vois, de se dire j'ai pris la voiture, j'ai eu froid, j'ai eu chaud, enfin. L'obstétrique, c'est pas une science exacte. Et donc, en fait, des fois, on va être appelé, entre guillemets, pour rien. C'est pas si important. On va faire un point par téléphone, on va voir où ça en est. Et de toute façon, les gens, avant de se déplacer à la maison de naissance, vont nous appeler. Donc, nous, on va faire un point aussi par téléphone. Et puis, on va pouvoir dire... parfois, c'est dur à entendre, de dire « je pense que c'est un peu tôt pour venir ». Ouais. Et c'est pas forcément évident. On a l'impression, parfois, je pense à une patiente où je me suis dit, dans 2 heures, elle me rappelle. Elle m'a rappelé que 6 heures après, en fait, pour venir à la maison de naissance. Donc, voilà. C'est aussi le fait d'être rassurée, le fait d'avoir la sage-femme, qu'elle dise que, tout est ok, que tout va bien, fait que, aussi, ça rassure, que le travail se lance mieux. Et puis, à contrario, ça m'est déjà arrivé de dire à une patiente, parce que je l'entendais avoir sa contraction, quand même, elle chantait bien, et de dire « t'es sûre tu veux pas venir ?» et qu'elle me dise « non, parce que c'est pas encore très régulier ». Bon, moi, j'avais préparé mes affaires. Je partais à la maison de naissance. Et 10 minutes après, son compagnon m'a rappelé en me disant « Juliette, on vient ?» Je fais « oui, vous venez. » Parce que le premier avait été tellement long qu'elle était surprise que le deuxième soit si rapide, quoi. Ouais. Ça, justement, c'est un truc que je trouve intéressant de tout ce qu'on a pu entendre. Ici, t'as évoqué 2 choses, la régularité. Il y a des femmes, finalement, qui ont pas tant un travail régulier jusqu'au bout. Et comme tu dis, c'est plutôt comment tu vis la contraction que est-ce qu'on est obligé de faire vraiment du 3 minutes? Pas forcément, a priori, de ce que j'ai compris. Moi, c'est pas mon métier, mais à force d'en entendre, j'ai cru comprendre ça. Et aussi, un certain nombre de nos invités nous ont partagé, peut-être tu peux me corriger, Capucine, mais j'ai souvenir que c'était principalement des primipares qui, des fois, avaient besoin d'être à la maison de naissance pour être rassurés et se mettre dans leur bulle, vraiment pouvoir reproduire ce qu'elles avaient un peu créé avec leur sage-femme, le lieu, etc. C'est pour ça aussi que je posais cette question, de se dire est-ce que voilà, des fois le fait d'arriver à la maison de naissance va favoriser la petite bulle et la rassurance, on va dire, de la maman, qui va lui permettre d'accélérer ou de vivre le truc un peu plus pleinement que quand elle sait qu'elle doit encore prendre le taxi, la voiture ou je sais pas quoi.
Je pense effectivement que c'est un élément important, en fait. C'est à partir de quel moment vous avez besoin qu'on soit là. À partir de quel moment vous avez besoin d'être accompagné. Et ça peut être, pour des personnes, ça va être très tôt. Et pour des personnes, ça va être beaucoup plus tard. Et en fait, c'est pas, nous, notre rôle, c'est de nous adapter aux besoins de la personne qui va accoucher. Par exemple, nous, dans notre secteur, on a la Cône, la maternité la plus proche, ça reste Castres. Donc, la maison de naissance, c'est Castres, c'est 1 heure de route. Et que, effectivement, la femme, c'est pas son premier enfant, qu'elle sait qu'elle a déjà accouché vite, et que être dans le lieu, ça la rassure, ou d'être dans le coin, ça la rassure. Mais voilà, donc moi, je sais que je fais mes consultations dans la maison de naissance, que voilà, mais j'ai fait un examen médical, j'ai objectivé qu'elle n'était pas en travail actif parce que les contractions étaient espacées et voilà, et donc effectivement, elle profite entre guillemets du lieu, mais elle n'est pas admise Oui. à la médicalement à la maison de naissance. Mais ça, c'est rare. Oui. Et finalement, c'est des gens qui vont se promener sur Castres ou voilà, et puis Oui, ils sont dans le coin, quoi. Maintenant qu'on a discuté de tout ça et que on a abordé cette journée particulière de ton point de vue, quand tu repenses à cette naissance, avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ce que je retiens de cette naissance, c'est d'avoir fait confiance à Magali et quelque part d'avoir été contente que mes collègues soient venus soutenir et voir comment ça allait, mais d'avoir objectivé que c'était OK et d'avoir pu accompagner Magali jusqu'au bout dans ce projet. Est-ce que ça a eu un impact particulier sur ta manière de pratiquer ou est-ce que ça a créé des changements complets dans ta façon d'accompagner les gens, de les écouter, dans ta posture ou finalement, comme tu dis, vu que tu as objectivé, tu t'es dit c'est cool, continuons sur cette voie-là? C'est plutôt c'est cool, continuons sur cette voie-là parce que en fait, cette naissance était OK, mais effectivement, il y avait eu un contexte dans la maison de naissance pour mes collègues de naissance qui avait été longue, qui avait fini par un transfert. Et est-ce que du coup, c'est ça qui fait que parce que l'accouchement de Magali a pas été particulièrement long. Oui. Finalement, c'était un accouchement long mais normal. Et donc du coup, c'est plutôt continuons dans cette voie-là. Tant que la femme a la ressource, tout va bien. Nous, la ressource, on va la trouver. On peut se faire relayer, mais c'est pas nous qui accouchons, c'est la femme qui accouche. Donc tant que tout est OK, continuons. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça parce que là, je t'ai adressé la question à toi, mais maintenant que je t'entends, est-ce que ça a fait l'objet d'une discussion en réunion d'équipe avec justement tes collègues de dire comment on peut s'accorder peut-être ou réévaluer l'énergie des femmes ou le timing, on va dire, au moment où on te dit il faut la réévaluer au bout de 2 heures. Tu vas voir Magali, t'en discutes avec elle, tu dis je pense qu'elle a la ressource, donc on va faire l'examen comme c'est recommandé à 4 heures. Est-ce que ça a fait l'objet d'une discussion ou finalement après de toute façon chaque sage-femme a aussi son instinct face à sa patiente? Alors je parlerai pas d'instinct parce que c'est plutôt un ressenti. Un ressenti et parce qu'il faut rester objectif, on est quand même aussi sur des données médicales. Mais en fait, on essaye de faire des réunions d'équipe, retour à accouchement ou retour d'expérience. Je saurais pas dire si on en a fait quelque chose ou pas après. En tous les cas, voilà, il y a des accouchements qui sont longs et il y a des accouchements qui prennent plus de temps que d'autres et il y a des accouchements qui sont plus rapides et à nous de nous adapter et de trouver aussi notre ressource. Parce que des fois, on parle de la phase de désespérance des femmes, mais il y a aussi la phase de désespérance des sages-femmes. Ça, on nous en a jamais parlé. Oui. Non, mais après, comme tu dis, que vous en ayez fait ou pas quelque chose, dans tous les cas, chaque accouchement fait l'objet d'une discussion pour dire comment ça s'est passé au reste de l'équipe. On aimerait, dans les faits, que ça se fasse. Mais on n'y arrive pas. Ok. Aujourd'hui, 3 ans après la naissance de Charlie, est-ce que tu souhaites adresser un mot à Magali et à sa famille? Moi, je suis très contente d'avoir pu les accompagner dans cette naissance. Je suis très contente d'avoir vu naître Charlie. En plus, franchement, j'ai de belles images de cette naissance. Et on a la chance que la sage-femme qui était là en stage à ce moment-là, Katia, dessine extrêmement bien. Donc, elle a fait des dessins de cet accouchement. Elle en a fait cool. pour eux et elle en a fait pour moi où elle a écrit pour une sage-femme pleine de patience. Je suis ravie de cette naissance. Je suis ravie pour eux. C'était beau. C'est chouette.
J'espère qu'elle entendra ton petit message. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu une fois de plus et d'avoir participé à notre podcast. Ce premier épisode, du coup, sur la thématique miroir, pose un petit peu les bases de ce que nous avions envie d'explorer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est entendre les mêmes naissances, mais d'un autre point de vue, depuis le point de vue des professionnels qui accompagnent finalement ces moments de vie assez uniques. En partageant ton regard, tu nous as permis de saisir un petit peu toute la complexité, mais aussi la douceur et la vigilance qui se jouent dans ces moments, comme tu disais tout à l'heure, hors du temps. Merci en tout cas d'avoir accepté de réouvrir cette histoire avec nous. Ton témoignage donne le ton et éclaire un petit peu le rôle précieux des sages-femmes en maison de naissance et en général. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, si cet échange vous a parlé, vous pouvez le partager ou laisser un avis. C'est une manière simple et précieuse de faire vivre et rayonner tous ces récits, de faire découvrir aussi les maisons de naissance et de permettre leur développement. Et pour tous ceux qui souhaitent découvrir l'histoire du point de vue de Magali, vous pouvez aller écouter ou réécouter l'épisode 15 en saison 1. Au revoir Juliette. Au revoir Julie. Au revoir Juliette. Au revoir Capucine. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.